Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 29 septembre. Voici les titres. Les élus et les commerçants des Sables-d'Olonne inquiets pour l'avenir du Remblai. Le front de mer, soumis au danger des submersions, a été classé en zone rouge dans le projet de plan de prévention des risques littoraux, bloquant potentiellement tout dossier d'urbanisme. Une concertation publique avait lieu jusqu'à aujourd'hui. 2015, exceptionnel pour les grandes marées. Il y en aura au total 40 cette année. C'était encore le cas aujourd'hui, 117, et les coefficients seront supérieurs à 100 jusqu'à jeudi. Explication dans le journal. Et puis rencontre avec Thierry Charrier. Il est passionné par les minéraux. Il possède une collection de près d'1 millier. Il a décidé d'ouvrir un musée pour les présenter à Mortagne-sur-Sèvre. Visite à la fin de cette édition. C'est l'une des conséquences de Xynthia. 5 ans après, le littoral vendéen doit anticiper de nouvelles tempêtes et limiter le danger. C'est le rôle, entre autres, des PPRL, les plans de prévention des risques littoraux. Ils visent à encadrer l'urbanisme dans les communes situées sur la côte en établissant des zones dans lesquelles les constructions seront impossibles ou soumises à des règles précises. Ces PPRL sont en cours d'élaboration dans plusieurs secteurs du département. Une concertation publique était organisée jusqu'à ce mardi pour recueillir l'avis de la population. Certains habitants et commerçants s'inquiètent des conséquences de ces PPRL, notamment sur le Remblai des Sables-d'Olonne qui pourrait être classé en zone rouge. Pierre Dalissieux. Sur le Remblai des Sables-d'Olonne, la construction pourrait devenir interdite. En le classant en zone rouge, la préfecture pourrait condamner les 80 commerçants qui y ont pignon sur rue à rester tels quels, sans aucune possibilité d'aménagement ou d'agrandissement. On vit avec un petit peu d'objectif d'améliorer, donc éventuellement faire des vérandas, un petit peu, comment dirais-je, au niveau de l'agencement de l'extérieur, c'est quand même vachement intéressant. Il faut qu'on ait possibilité d'agrandir ou de déposer justement peut-être des dossiers à la mairie qui peuvent être acceptés. Mais en zone rouge, après, c'est vrai que ça peut être contraignant pour tous les commerces, finalement, pour tous les commerçants. Des commerçants qui ont tous investi sur ce Remblai. Les contraintes de la zone rouge de ce nouveau plan de prévention des risques littoraux inquiètent. Le gérant de cette brasserie se demande ce que pourrait représenter la valeur de son fonds de commerce si un tel plan est adopté. On a repris au mois de février, c'est récent, donc il faudra voir avec les experts comptables et tout ça, mais c'est vrai que sur la valeur du fonds, ça peut être problématique. La mairie des Sables-d'Olonne a envoyé ce lundi un courrier au préfet pour manifester son mécontentement. L'objectif, faire bouger les lignes. Ici, l'argument principal, l'aspect touristique de ce Remblai, qui selon la mairie n'a pas bien été pris en compte. Quand vous regardez le nombre de restaurants, le nombre de crêperies, le nombre de bars, en face vous avez brasserie, vous avez crêperie, etc. Bon, c'est une activité sur une zone touristique qui fonctionne juin, juillet, août, septembre à plein. Bien. Vous avez aussi une librairie, vous avez des commerçants des habits, vous avez etc. Bon, toute cette activité qui est motrice pour le tourisme au sable risque d'être amputée si effectivement on fige totalement la vie. Après une consultation publique qui s'est achevée aujourd'hui, une enquête publique, elle, pourrait démarrer à la fin de l'année. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où le Remblai pourrait aussi être classé en zone rouge, les commerçants ont également interpellé le préfet à ce sujet. Ces avis permettront éventuellement de faire modifier les projets de PPRL. Ensuite, les plans de prévention seront soumis aux élus avant une enquête publique. C'est le préfet qui tranchera au final. La politique et la commission permanente du Conseil régional s'est réunie hier pour l'avant-dernière fois avant les élections de décembre prochain. Elle a voté une enveloppe de 108 millions d'euros, la moitié destinée à soutenir le développement économique et l'innovation. Et puis pour les réfugiés, la région Pays de la Loire s'est engagée à soutenir financièrement les collectivités qui accueilleront des migrants. Une aide totale de 100 000 euros a été votée. Le Poiré-sur-Vie rejoint le dispositif participation citoyenne. Il a pour but d'associer la population à la lutte contre la délinquance en invitant les habitants à ouvrir l'œil, à faire part de comportements suspects ou de signaler des dégradations. 34 référents ont été désignés dans la commune pour faire le lien entre les habitants, la mairie et la gendarmerie. Mais les autorités le rappellent, il ne s'agit pas avec ce dispositif de remplacer les forces de l'ordre, mais de prévenir les cambriolages ou les violences. 47 communes sont déjà couvertes par ce dispositif participation citoyenne en Vendée.
plus il y a de communes qui adhèrent à ce dispositif, plus on en parle. Et nous prenons le temps de l'explication, de l'information et de l'évaluation aussi. Nous sommes pour les premières communes qui ont adhéré à 3 ans de fonctionnement, avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. Donc au vu de ces résultats, effectivement, nous sommes sollicités et en ce moment même, 7 autres communes se préparent à adhérer à ce dispositif. Ce qui est nouveau, c'est que ce sont aujourd'hui, comme le Poiré, des communes plus importantes qu'au tout début. Nous avons des communes aujourd'hui de 10 000 habitants qui s'intéressent à la participation citoyenne. Et les Herbiers ou Montaigu font partie des communes qui devraient adhérer prochainement à ce dispositif participation citoyenne. En bref, un nouvel excès de vitesse enregistré sur les routes du département. Un automobiliste a été flashé ce week-end entre Mortagne-sur-Sèvre et Cholet. Il roulait à 237 km/h au lieu de 110. Son permis, lui, a été retiré et sa voiture immobilisée. Un coefficient de marée de 117 ce mardi sur le littoral vendéen. C'est l'un des plus importants de l'année. Cette fin septembre est marquée par un nouvel épisode de grande marée. C'est la 5e fois cette année que les coefficients avoisinent les 115. Cela veut dire que cette semaine, par exemple, la hauteur de la mer sera plus haute de 3 mètres par rapport à la normale. Alors comment peut-on expliquer ce phénomène des grandes marées? Élément de réponse avec Alix Lanos et Apolline Laurent. Ce n'est pas la marée du siècle, mais avec un coefficient de 117 sur une échelle de 120, la nature nous offre encore aujourd'hui le spectacle d'une marée exceptionnelle. Ces grandes marées sont le fruit d'une conjonction de facteurs bien précis. La Lune et le Soleil agissent comme des aimants qui déforment les océans, formant une sorte de bourrelet de part et d'autre de la surface terrestre. En septembre, on parle de marée d'équinoxe. Le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. La force gravitationnelle est donc maximale. Le Soleil qui a en fait un effet gravitationnel sur la Terre qui est 173 fois plus important que la Lune. Mais sauf que la Lune a des effets de marée 2 fois plus importants. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus proche. Elle n'est en effet depuis hier qu'à 357 000 km de la Terre. C'est la distance la plus courte qui peut les séparer, le périgée. On sait que justement les effets de marée vont avoir un impact de plus 20% à la périgée et de moins 20% à l'apogée quand la Lune est plus éloignée. Donc il y a vraiment un pourcentage, une corrélation très importante entre cette distance Terre-Lune, donc ce périgée ou l'apogée, et les effets de marée sur la Terre. En perpétuelle rotation sur elle-même et autour de la Terre, la Lune s'éloigne déjà à nouveau. Côté marée, les coefficients resteront supérieurs à 100 jusqu'à jeudi. Une nouvelle médiathèque pour Olonne-sur-Mer. L'équipement vient d'être inauguré. Son coût, 3,5 millions d'euros. Une bibliothèque avec un pôle tourné vers l'image et les médias grâce à un partenariat avec l'INA et la société AMP. Une inauguration en présence de Michel Drucker, l'animateur télé qui a des liens familiaux avec la Chaume et qui a travaillé à l'âge de 18 ans sur la côte vendéenne, a accepté d'être le parrain de cette médiathèque. La jeunesse vendéenne et d'Olonne a de la chance, parce que en quelques minutes, on s'aperçoit qu'on peut accéder à la lecture, accéder à l'image, au métier de l'image de demain. Évidemment, je retrouve un peu aussi l'histoire de la Vendée à travers les films. Monsieur le maire m'a dit que dans peu de temps, il y aura des centaines de films grâce au partenariat avec l'INA qui pourront faire revivre l'histoire de la Vendée. C'est magnifique. Oser l'artisanat, c'est le message lancé au début de cette année par l'Union nationale des artisans de l'ameublement. Elle regroupe des métiers comme ébéniste, rempailleur ou tapissier et le secteur veut mettre en avant ses différents savoir-faire peu ou mal connus pour notamment attirer les jeunes en formation. Alors ces derniers jours, plusieurs artisans ont ouvert la porte de leur atelier. Grégoire de Châtillon s'est rendu à Saint-Hilaire-de-Riez. Avec ses 2 salariés et son apprenti, Patrick est un patron heureux. S'il aime son métier, c'est qu'ici, chaque pièce réalisée est unique, comme par exemple ce meuble sur mesure qui rejoindra bientôt un bureau. Au premier plan, un élément de décoration pour un dessus de table. Une table contemporaine en sycomore avec l'association de marqueterie, donc feuilles et fruits du sycomore, la Samar. Autrement, là, on a un meuble de complément de cuisine qui est complètement différent, hein, tout en habillage de stratifié aluminium brossé, hein, qui a été fait à la demande du client. Alors,
Là, j'établis le bois. Là, Patrick prépare un cadre de miroir. Un peu plus loin, Blandine, elle, termine un îlot central de cuisine. La plupart des morceaux sont là. Donc là, on a les battants de porte avec les traverses, la plinthe et les autres panneaux, donc les côtés, les dessus, tout ça, c'est là-bas. Voilà. Blandine a 17 ans, elle est en apprentissage ici depuis 3 ans et tout comme son patron, elle aime ce métier aussi pour les mêmes raisons. On ne fait jamais la même chose et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est qu'on change tout le temps et j'aime pas tout le temps faire la même chose, travailler à la chaîne, c'est pas mon truc. Donc ça, c'est vraiment un métier qui me correspond. Enfin, voilà, j'ai trouvé ma voie, on va dire. Chambre à coucher, bibliothèque, terrasse, table, brouette, escalier, le métier d'ébéniste évolue avec le mélange des matières et plus que jamais avec une diversité de créations très contemporaines. Et puisqu'on parle d'artisanat, une centaine de professionnels des métiers d'art, mais aussi des écrivains et des producteurs locaux avaient rendez-vous au logis de Chaligny à Sainte-Pexine le week-end dernier pour les rencontres du patrimoine et de la création. L'événement a attiré près de 3500 personnes venues participer à des ateliers autour du jardin ou l'écriture et découvrir certains savoir-faire. L'intérêt, c'est de montrer un savoir-faire que l'on ne trouve plus au quotidien, de faire véhiculer et faire découvrir à un jeune public des arts ancestraux. On va avoir des gens qui vont travailler uniquement du papier, uniquement des tissus, uniquement du bois, uniquement du fer. On a énormément de métiers d'art avec des matières nobles, des matières diverses. Ils font partie de notre quotidien. Les minéraux sont utilisés dans l'industrie aéronautique, la cosmétique ou les médicaments. C'est aussi la passion de Thierry Charrier, géologue. Il a ouvert au cours de cette année un musée dans l'ancienne école de Mortagne-sur-Sèvre. Il y présente plus d'1 millier de minéraux différents. Un musée baptisé le musée du Manche-Caillou. Le nom donné aux étudiants de l'École nationale supérieure de géologie de Nancy où Thierry Charrier a étudié. Visite avec Cyril Guillet. Tout le monde sait plus ou moins reconnaître quelques fleurs, champignons ou oiseaux, mais l'exercice est un peu plus compliqué quand il s'agit de donner un nom à des minéraux. Pour remédier à ça, Thierry Charrier a ouvert le musée du Manche-Caillou. Le but, familiariser le grand public au monde minéral. L'idée, ce n'est pas de créer un musée qui ressemble aux autres musées, mais de créer un musée qui réponde davantage aux attentes du public. Souvent, les musées sont faits je dirais, en fonction de collections qui sont préexistantes. Mon idée, c'est plutôt de partir des envies du public et d'adapter une collection en fonction de ça. Ce géologue de formation présente dans cette ancienne école 150 mètres carrés d'exposition avec plus d'1 millier de pièces. Ce lieu se veut accessible, ludique et pédagogique, comme dans cette salle baptisée les minéraux au quotidien. Les gens n'en ont pas vraiment conscience, mais les minéraux sont absolument partout dans notre quotidien. Ils servent aussi bien dans les vêtements, l'alimentation, la médecine, l'hygiène, les bâtiments. Ils sont partout. Dans cette vitrine, on présente dans un premier temps les différents minéraux à base de lithium. On se rend compte d'ailleurs qu'ils sont assez colorés. On retrouve bien sûr les batteries au lithium. On découvre que le lithium est aussi utilisé dans les fusées de détresse parce qu'il permet d'obtenir la couleur rouge. On en trouve dans les plaques vitrocéramiques puisque l'un des composés du lithium, le spodumène qui est ici, permet d'obtenir des verres sans dilatation. Et le lithium sert aussi en pharmacie comme antidépresseur. Ici, les exemples sont nombreux comme le tungstène pour l'aviation ou l'hématite pour la cosmétique. Cette salle exclusivement ludique s'appelle les minéraux à la récré, parce que ici nous sommes dans une ancienne école, donc j'ai conservé un petit peu cet aspect ludique. Et cette pièce présente donc des minéraux qui évoquent des choses, des objets, des animaux, des personnages, des paysages. Et c'est parfois assez surprenant. Autre point surprenant, cette réplique de pépite d'or, la plus grosse au monde, trouvée en Australie, elle pesait 110 kg brut. Thierry Charrier a ouvert depuis peu ce musée et pourtant il a encore des idées plein la tête. Prochaine étape, présenter un espace dédié exclusivement aux minéraux vendéens. La météo avant de refermer ce journal, nouvelle journée sous le soleil ce mercredi et un mercure qui monte un peu l'après-midi, 21 à 22 au meilleur de la journée. Ce sera encore frais le matin, 9 à 12 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau.
Direction le littoral pour refermer cette édition, on vous en parlait, nouvel épisode de Grande Marée cette semaine. L'occasion pour les amateurs de pêche à pied de ressortir les seaux pour ramasser quelques coquillages. On se quitte sur ces images de Jars-sur-Mer à Ragounit, signé Arnaud Barrier. Je vous donne rendez-vous demain.